On va donc enchaîner avec l'idéal de la cuisine. Alors de l'univers de la narration à celui de la cuisine, il n'y a qu'une page, c'est celle du livre des sens. Et on va, on va aller vers des questions qui se posent aujourd'hui pour tous les amateurs de blogs et les utilisateurs, les usagers de ces blogs, avec trois intervenantes. Alors Julien, tu auras remarqué que tu as une place privilégiée dans ce début de matinée. Tu es le seul garçon. Et par rapport à l'année dernière, nous avons fait de gros progrès. On nous avait vraiment fait observer qu'il y avait un déséquilibre, bon, que nous avons peut-être un peu dépassé. Mais là, on est ravis d'accueillir donc trois amateurs de blogs, amatrices et utilisatrices et pas les moindres. Alors, dans des univers différents, puisqu'on va commencer avec Anne Latayade. Anne Latayade, qui est blogueuse chez Papille et Pupille, et qui est créatrice de contenu éditorial, qui est community manager. Alors, Anne, c'est tout un parcours qui justifiera le petit proverbe qu'on lui a prévu, qui est un proverbe Tsongjong Pupo, et qui signifie prendre son temps. Voilà. Pourquoi? Parce que Anne, lorsqu'elle nous a fait le récit de son parcours, mais je vous tourne le dos, donc je vais aller là-bas. Quand Anne a fait le récit de son parcours, tu nous as exprimé tout ce qu'avait été cette maturation, cette lente accession à cet univers qui est le tien aujourd'hui. Et en quelques mots, Anne, comment arrive-t-on effectivement à... Ça marche? Oui. Arrive-t-on à créer un site de blog sur la cuisine? D'où es-tu parti? Quelles ont été tes motivations à l'origine? Bonjour. Alors tout simplement, moi j'ai une formation école de commerce, donc qui ne me menait pas vraiment au blog de cuisine. Et j'ai eu 2 enfants et 2 allergiques alimentaires. Donc ça voulait dire pas de cantine, et pas de cantine, ça voulait dire plus de travail. Donc j'ai dû arrêter mon travail à la COFAS, où je travaillais dans la finance, et chercher sur le web comment nourrir mes enfants. Donc c'est comme ça que je suis venue petit à petit, d'abord au forum de cuisine, puisque à l'époque c'était que là que l'information circulait, les blogs n'étaient encore pas là. Et ensuite, quand j'ai trouvé les blogs, j'ai dit c'est génial, je vais en créer un. C'était en 2005 et ça fait 7 ans et je ne regrette pas une seconde. Et cette aventure, quand tu la mets en perspective, c'est une aventure qui a quelles exigences au quotidien par rapport à ce que tu dois faire dans ton emploi du temps? Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un blog qui marche avec beaucoup de visites, donc ça veut dire que ça génère derrière beaucoup de travail. Donc je travaille tout le temps en fait. Donc, mais comme beaucoup de gens, je pense que pour avoir un blog qui fonctionne, il n'y a pas de mystère, il faut travailler beaucoup. On lisait 13e blog francophone le plus influent. C'était en quelle année? C'était en 2005. En 2005. On n'était pas nombreux, il faut dire. Ça s'est légèrement transformé. Et en 2008, prix du meilleur blog culinaire parmi le top 3 des blogs culinaires chez elle, c'est ça? C'est ça. Donc tout ceci quand même demande une grande présence, une vraie professionnalisation. Il y a une vraie professionnalisation des blogueurs qui se fait petit à petit, de plus en plus aujourd'hui. Et puis, je pense qu'on baigne dans, enfin aussi bien Joël qu'Elodie que moi, on baigne dans cet univers. On utilise beaucoup les blogs pour s'informer, pour chercher de l'information, tout ce qui est nouveau aux médias, que ce soit Twitter, Facebook. On baigne là-dedans, donc ça tire nos blogs vers le haut. Tu avais une formule quand on s'est rencontrés, mais qui est un peu le lien aussi entre vous trois. C'était une formule où on s'interrogeait sur la présence des filles finalement sur le web. Je sais que tu es membre de Cyberfilles, il faudrait peut-être que tu nous en parles un peu. Et est-ce qu'il y a une attitude particulière qu'on peut dire féminine à l'égard des blogs aujourd'hui, dans ton approche des blogs? Est-ce que tu définirais cela comme un blog féminin?
ou est-ce que c'est Alors, la excessif? cuisine est clairement une thématique féminine. Ah bon? Ouais, les hommes ont des blogs gastronomiques, nous avons des blogs cuisine. Bon. Voilà, ça c'est dit. Non, en fait, le web est un milieu très, très, très machiste. Moi, pourtant, j'ai fait une école de commerce à l'époque. Moi, dans ma classe, on était 7 filles, donc très peu. Et j'avais jamais ressenti ce côté machiste. Le web, c'est ça. On l'a vu encore très récemment avec ce qu'a dit le PDG femme-au-féminin.com hier ou avant-hier sur pourquoi les filles ne tweetent pas. Moi, je suis pas du tout d'accord. Les filles sont Pourrais-tu nous le rappeler pour ceux qui n'ont pas... Donc le PDG d'au-féminin.com a cité 7 raisons pour lesquelles les femmes ne tweetaient pas, qui vont de Twitter n'est pas sexy, on ne peut pas tweeter avec sensualité, etc., etc. Ça, on ne sait pas s'exprimer en 140 caractères, on a beaucoup trop de choses à dire. Voilà. Moi, passons. Je pense que les femmes sont sur le web, sont beaucoup sur le web, elles communiquent beaucoup, par contre on les voit moins. C'est très dommage. Enfin, je ne sais pas ce que pourra en dire Élodie ou Joël, mais peut-être elles sont plus discrètes, elles sont moins dans des concours d'ego. Je ne sais pas. En tout cas, elles sont moins visibles, mais elles sont autant là. Je pense que le blog est un outil qui est très féminin. On communique beaucoup, on échange. On est peut-être sur des valeurs plus transversales et moins verticales. Mais c'est peut-être un peu cliché aussi. Oui, il en faut de temps en temps. Oui. Il suffit de les déconstruire un peu, mais il en faut des clichés. Cette évolution aujourd'hui, dans les années que tu as suivies, est-ce que tu te vois assumer le destin de cette évolution, s'il est exponentiel, s'il nécessite encore plus de professionnalisation? Tu nous disais que ce n'était pas pour cela que tu t'étais effectivement mise en route sur ce chemin. Est-ce qu'aujourd'hui tu as une croisée ou est-ce que c'est une continuité et tu te dis bon, allons ce chemin tel qu'il se définit? Exactement, je me laisse un petit peu porter, mais c'est vrai qu'à un moment on atteint des seuils, on n'arrive pas à gérer seul. Donc je cherche un stagiaire. Un assistant, pardon. Non, mais c'est vrai qu'on peut être un petit peu freiné par des paliers parce que gérer tout seul, c'est difficile puisqu'on gère tout ce qui est relations presse, où on est absolument noyé de communiqués de presse, on gère l'informatique, ce qui nous prend un temps fou puisqu'on n'a pas cette formation-là. On gère évidemment le contenu éditorial, plus tout ce qu'on peut faire à côté. Donc que ce soit du community management, des vrais travaux. Et donc ça devient difficile. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Et voilà. On est sur ton site sur 10 000 visites jour, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc effectivement... Ça génère beaucoup de commentaires, ça génère beaucoup de mails, ça génère beaucoup de tweets, beaucoup sur Facebook. Ça génère beaucoup d'interactions. Donc après, je suis toute seule. On va faire le lien entre les trois intervenants dans un instant. Je vais me tourner vers Joël Dubois. Alors Joël, on te connaît sur Bordeaux pour des tas de raisons, parce que tu es impliqué sur des champs qui ne sont pas forcément ceux de la technique, qui sont au Conseil de la diversité notamment. Je pense qu'on peut dire que tu appartiens à une famille très engagée sur ces questions de métissage, de relations avec les autres. Donc, la cuisine s'inscrit pleinement là-dedans. Je pourrais vous dire à titre juste d'écho comme cela que Joël travaille sur une carte gastronomique des saveurs de la cité. Donc tout un travail qui est en cours pour nous permettre d'accéder à des saveurs d'ailleurs via les épiceries sur Bordeaux. Donc tout ceci avec les outils contemporains. Tu es blogueuse également chez Auntie Joe Funny Little Chicken. Kitchen, pardon, que je dise. Chicken. Marquez, c'est pas mal non plus. et on va oublier les chicken pour un instant. Le nom est compliqué, mais bon. Tu vas nous dire pourquoi tu l'as choisi. Et tu es un peu dans la même perspective que celle qu'on évoquait avec Anne, donc de contenu éditorial, de community manager. Et le petit poème, le petit proverbe qu'on t'a prévu, c'est... Voilà, le haut c'est un melon. Et le proverbe, c'est « Quand le melon vient à maturité, le pédoncule se détache de lui-même. » Et alors, c'est tout simplement... C'est tout simplement sur la question de la maturité de ce que tu fais aujourd'hui.
Moi, je suis passionné quand je vais de temps en temps, je fais quelques sauts sur vos sites. Et dernièrement, alors c'était un post que tu as mis il y a déjà quelques temps, mais j'étais ravi de le trouver sur le pain d'épices. Je sais que tu as fait une approche très documentée, très atelier du pain d'épices. Et tu nous as mis un lien avec toute l'histoire du pain d'épices. Et je dirais que cette histoire du blog aujourd'hui, c'est aussi la réappropriation de notre histoire commune, parce que quand effectivement on est sur la fabrication d'un pain d'épices et qu'on nous renvoie aux Égyptiens, qu'on nous renvoie aux Grecs, qu'on nous renvoie à la Chine, c'est absolument merveilleux d'avoir ce croisement de savoir. Alors toi, ton approche, Joël, par rapport à ce que disait Anne, est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu rejoins Anne ou tu t'en différencies? Pourquoi avoir créé ce blog déjà à l'origine? Alors, moi je m'appelle Joël. J'ai créé le blog en 2006. Pas du tout pour les mêmes raisons que Anne. En fait, il y a quelque chose qui revient beaucoup dans mon histoire, c'est ma famille. Et donc en 2006, mon frère avait un blog de poésie, ma sœur avait un blog de création. Et ma petite sœur était en train de se dire qu'elle aurait un blog sur le métissage. Et je me disais, moi, si je devais avoir un blog, de quoi je parlerais? Je ne suis pas quelqu'un qui est passionné. J'aime faire beaucoup de choses, je fais beaucoup de choses, mais je n'ai jamais eu de grande passion dans ma vie. Et ma sœur m'a dit, pourquoi tu partagerais pas tes recettes? Tout le monde te demande ce que tu fais, ce qu'on peut faire avec ceci, cela dans le frigidaire. Moi, j'ai 3 enfants, donc je travaille toujours, mais à l'époque, je travaillais aussi beaucoup. Et la question du quotidien, c'était de rentrer à 7 heures le soir parce qu'on a débauché, on rentre vite, on a récupéré les enfants à la crèche et tout ça. Et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai un compagnon qui aime manger, qui, si je lui fais juste une soupe, ça va pas. Donc, il faut faire du riz, de la sauce et de la viande. Et donc... Et donc du coup voilà, je cuisine au quotidien pour les enfants et j'ai décidé de créer ce blog et de mettre dessus les recettes que je fais. Alors comme dit Anne, nous on a des blogs de cuisine, c'est des réponses à ce que les femmes se demandent au quotidien. Ce ne sont pas des recettes qu'on met 40 ans à penser, 50 ans à mettre dans l'assiette, à mettre le petit zigouigoui, le truc, le machin. Nous c'est vraiment du basique, du quotidien, de ce qu'on mange tous les jours et un peu différent pour... Donc la base de mon blog, c'est ça, voilà. Et puis après, je me suis prise au jeu à communiquer, à partager, à mettre un petit bout de ma vie sur Internet. Voilà. On disait aussi dans nos échanges préalables que le blog permet de valoriser la cuisine au quotidien. Est-ce que cela, c'est une valeur qui, pour vous deux et pour toi plus particulièrement, Joël, est importante aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on puisse accéder à ce contenu avec les moyens du bord, avec la cuisine de tous les jours? Pour moi c'est l'essentiel. Parce qu'on fait des dîners où on va un peu plus se creuser la tête, faire des choses un peu exceptionnelles, mais on mange tous les jours, on a besoin de manger tous les jours. Et si on veut apprendre à nos enfants à aimer tous les légumes et tout ça, il faut varier ce qu'on fait, il faut cuisiner tous les jours. En plus, c'est aussi économique, parce que de faire son marché, d'acheter ses légumes de saison et tout ça, ça revient moins cher que d'acheter un plat tout prêt. Et on ne passe pas forcément plus de temps à faire un plat tout simple que à aller acheter des plats. Ceci dit, ça dépanne, hein, les plats surgelés. Je voulais dire aussi que ce que les gens viennent chercher sur nos blogs, c'est la transmission du savoir culinaire quotidien, parce que les femmes d'aujourd'hui n'ont pas forcément appris de leur mère à se débrouiller tous les jours. Et il y a une rupture du savoir, parce que les femmes, dans les années 60, elles travaillaient, la cuisine, c'était pas forcément leur truc. Et les gens viennent chercher ça aujourd'hui, des choses très simples, comment faire un poulet sur nos blogs. C'est vraiment la réponse à cette question-là. Oui, c'est ça. Question de la transmission. Élodie Jacquemont, petit proverbe, je vous présente d'abord. Directrice des relations éditeurs chez Glam Media. Élodie, vous avez également créé votre compagnie Mr. et Mrs. Johnson Son, agence de relations publiques en ligne.
mise en relation des marques et des blogueuses, référencement de blogs de filles, création d'une régie des filles en septembre 2008. Donc on voit bien le fil conducteur de tout cela. Qu'est-ce qui vous a... Alors, petit commentaire sur votre proverbe. Votre proverbe s'intitule « Un chante, une personne chante, sans voix l'accompagne ». Je suis très fière. C'était un petit clin d'œil à votre métier et au fait de donner un diapason, de donner un la. Donc, Élodie, qu'est-ce qui vous a amené sur ces chemins-là? Eh bien, on va suivre, c'est un fil conducteur. Moi, je suis une véritable fan de blogs de filles. Désolée les garçons. Et ça, en fait, cette passion... le mot passion est peut-être fort. En tout cas, le mot fan est réel. Je l'ai découvert en 2006. En 2007... Non, fin 2005. En 2006, je crée mon blog. En 2007, je crée un référencement de blog de filles qui s'appelle Le Nuage des filles. En 2008, je crée ma société, qui ne s'appelait pas à cette époque-là Mr. et Mrs. Johnson, mais Inuage, et qui mettait en relation, en fait, effectivement, ces différentes influenceuses, puisqu'aujourd'hui on les appellera des influenceuses, parce que je pense personnellement que ça va beaucoup plus, enfin que ça va au-delà, effectivement, du blog. Et donc cette agence mettait et met encore, mais on pourra parler peut-être des petits changements, donc ces influenceuses en relation avec les marques sur un mode effectivement relation publique, relation presse. Et effectivement par la suite, moi, toute ma société s'est faite en fonction effectivement du fil de l'eau, des tendances, des besoins des annonceurs, des besoins de ces différentes influenceuses. Donc, il n'y a pas eu de business plan en train de me dire, voilà, en Q1, je serai là, en Q2, je serai là, en Q3, je développerai autre chose, et l'année prochaine, et encore moins à 3 ans, je ne vous dis pas. Et je serais bien embêtée d'en faire un aujourd'hui pour dire ce qui se passera dans 3 ans. En tout cas, c'est vrai que ça a avancé en fonction effectivement de cette conscience de la part des marques qu'il y avait de véritables effectivement communautés, mais c'est des communautés où il y a une proximité énorme, et c'est surtout une communauté qui est fédérée autour de bonnes copines, qui sont des bonnes copines en ligne. Mais comme disaient les filles, voilà, même si vous avez des blogs effectivement de cuisine et pas des blogs gastronomiques, peut-être parce que justement la bonne copine, elle fait effectivement de la cuisine, elle fait pas de la gastronomie. Donc voilà. Un mot peut-être sur Glam Media. Alors Glam Media, en fait, effectivement, en fait, mon activité de Mr. et Mrs. Johnson est assez complexe à premier abord, donc je vais faire un parallèle avec le foot. On va dire, là je vais avoir un petit public masculin du coup, on va dire effectivement que les 2 jeunes femmes qui sont à côté de moi sont des excellents joueurs de foot, parce qu'il y a plein de joueurs de foot. Il y a des gens qui font du foot le dimanche, il y a des gens qui font du foot à un niveau professionnel, et puis il y a des gens qui font du foot en national, enfin je sais pas, où ils sont très très bons et ils sont tout en haut. Et donc effectivement, moi mon job c'est d'être sélectionneuse de ces différents joueurs, d'aller les chercher aussi bien à Manchester qu'à Londres, qu'au Barça, je sais pas, enfin admettons, et effectivement de les fédérer autour d'un projet. Donc ça, c'est ce que j'ai fait pour Glam Media. Donc, comme tout à l'heure, je paraissais un peu imprécise par rapport à l'activité de Mr. et Mrs. Johnson et de la régie. C'est en fait que j'ai créé une régie en 2008 qui s'appelait la Régie des filles et qui a intégré en fait cette société américaine qui s'est développée en France qui s'appelle effectivement Glam Media. Glam Media s'est focus sur tous les blogs plutôt mode et beauté, et puis après c'est ouvert vers le lifestyle, etc. Et d'ailleurs Joël effectivement a rejoint cette partie, et moi ma mission, puisqu'on me confie des missions comme ça, vu que j'ai une société, c'était de sélectionner effectivement des joueurs de foot qui étaient susceptibles plutôt de parler mode beauté. Et donc je le fais pour d'autres, voilà, on m'appelle pour sélectionner, et j'ai aussi un rôle d'agent, parce que effectivement comme Anne le disait, blogueur, c'est très attrayant, c'est super excitant, ça devient un nouveau métier, donc ça tombe bien qu'effectivement les filles soient là.
Mais c'est aussi quelque chose qui est très prenant et c'est très compliqué parce que je vous mets au défi, par exemple, si vous êtes un joueur de foot, de savoir vous vendre pour faire des campagnes publicitaires, de savoir intervenir pour expliquer je ne sais quoi, d'être par la suite coach, etc. Pour ça, il faut être aidé. Et un joueur de foot, c'est aidé par plein de corps de métiers différents. Et une blogueuse, c'est pas aidé aujourd'hui. Donc, d'où ce nouveau métier aussi qui est d'être agent de talent. Voilà. Quelle est dans tout cela, j'espère qu'il y en a une, la présence masculine sur les blogs de filles, la consultation masculine? Est-ce que vous la chiffrez? Alors, on a un retour là-dessus. Donc si on parle de 3 secondes de chiffres, en fait, d'après Nielsen et Comscore, qui sont effectivement des panélistes, donc on est 65 millions de Français, il y aurait à peu près 40 millions d'internautes, il y aurait à peu près moitié-moitié, donc à peu près 20 millions. Et quand on regarde par rapport aux blogs, il y aurait autant de blogs de filles, voire un tout petit peu plus que de blogs de garçons. On pourrait peut-être parler de femmes et d'hommes quand même, parce que on sortirait d'un univers un petit peu enfantin. Donc effectivement, les femmes en nombre sont tout aussi présentes. Moi, je n'évolue qu'à travers effectivement des blogs ou des influenceuses, donc j'ai l'impression qu'elles sont extrêmement présentes et j'ai l'impression aussi qu'elles sont extrêmement influenceuses. Quand je regarde effectivement, si on parle de chiffres, même si c'est pas super sexy, de tout ce qui va être effectivement les abonnés, de tout ce qui va être fans, de tout ce qui va être amis, elles ont des communautés mais absolument énormes. Je pense effectivement qu'une femme peut fédérer énormément autour d'elle. Après, il est vrai que dans les classements, et c'est ce qu'on regarde, et c'est ce que les médias relaient, etc., c'est extrêmement masculin. Mais peut-être aussi tout bêtement, parce que nous, on n'aime pas les classements, parce que les femmes et les hommes, à un moment, on a des différences, il faut les avouer, même si on tend à se ressembler de plus en plus, il y a encore des différences, et que les peu d'acteurs Internet qui ont tenté effectivement de faire des classements féminins, je pense qu'ils s'en mordent aujourd'hui les doigts. Donc effectivement, du coup, on a cette impression quand même que les hommes sont plus présents que les femmes. Moi, je dirais que les classements sont faits par des hommes. Donc ils vont, non, mais c'est vrai, ils vont pas chercher, ils ne pensent même pas aller chercher dans les catégories féminines. J'en veux à preuve le dernier classement à la mode qui est le Clout. Donc le Clout, il a été fait par un garçon qui a un site qui s'appelle Minute Buzz, et le premier classement qu'il a sorti, il n'y avait pas de femmes. Donc moi j'ai un peu râlé parce que des influenceuses, il y en a. Il n'y avait pas des jeunes femmes comme Pénélope Jolicoeur dans la BD ou Babillage pour ce qui est de blogs de beauté. Et parce que on n'avait pas pensé à aller les chercher. Et je pense qu'il y a beaucoup de problèmes. Enfin, le fond du... Il y a beaucoup ça aussi. Il y a un autre garçon qui a fait un classement de blog, enfin qui a dit sur son blog, pardon, je m'exprime mal, il a dit je vais faire une étude sur la blogosphère. Donc il a un blog geek et il dit voilà, je pose telle et telle question, et après donc il ressort que 80% de ses lecteurs sont des hommes, et lui il transpose, il dit 80% des lecteurs de blog en France sont des hommes. Donc c'est souvent, enfin c'est assez révélateur, je trouve, des problèmes. Si les femmes voulaient un petit peu s'y pencher, mais je pense que ça les intéresse pas du tout. Je pense que c'est plutôt ça le fond du problème. Oui, je rejoins Élodie Anne. En fait, je pense que les femmes ne sont pas dans cette idée de classement. Les hommes sur le web, pour exister, il faut qu'ils soient premiers. Nous, on n'a pas besoin de ça pour exister. On a une communauté, on partage beaucoup. Tout ce qui est réseaux sociaux, médias sociaux, c'est quand même assez féminin parce qu'on est dans la conversation, dans l'échange, dans la conversation naturelle, chose que les femmes font très bien naturellement. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes sur les réseaux sociaux, enfin, un peu plus que les hommes, mais effectivement, comme elles ne sont pas dans cette compétition ou dans cette technicité, parce que les blogs d'hommes, ça va être très technique, ça va être marketing, geek, commerce, machin, un truc... les trucs durs, quoi. Ça, c'est les garçons. Et il va y avoir des blogs de filles qui sont très pointus dans ces thématiques-là, mais on ne les voit pas. On ne les voit pas parce que les filles, ça va être la cuisine, la mode, la beauté. Il y a des blogs de garçons mode, mais on ne les voit pas en premier. On va parler de filles pour la mode et la cuisine et de garçons pour le marketing. Et le truc, c'est très stéréotypé et ça ne révèle pas, je pense, ce qui est vraiment.
parlais tout à l'heure de blogosphère. Je regardais le terme que l'Office québécois de la langue française, le QLF, propose pour avoir un terme francophone. Il nous parle de cybercarnétosphère. Vous utilisez? Non. Alors, il y a quand même un terme qu'on comprendra en enfilade de celui-ci, c'est la carnétodépendance. Est-ce que vous êtes carnétodépendante? Est-ce qu'il faut absolument que vous bloguiez tous les jours ou vous vous comportez comment à cet égard? Alors, moi, j'ai un tempérament à être addict à beaucoup de choses. Donc, comme je le sais, je me protège. Et du coup, quand je sens que ça va un peu, quand je suis un peu trop... déjà, j'ai les enfants qui me ramènent vite à la réalité en disant « Bon, ça va, tu viens jouer avec nous ». Et après, je fais des pauses. Je m'oblige... parce qu'à un moment donné, on peut pas tout suivre, on peut pas tout voir. On arrive sur Twitter 2 heures après, il y a plein de choses qui se sont passées, on ne sait plus. Et moi, ça me rendrait complètement dingue si jamais je devais être toujours au taquet de tout savoir et tout. Donc je m'arrête, je fais des pauses, je dis bah, je sais pas, c'est pas grave, tant pis, je relativise assez. Mais je le fais en sachant que je peux très vite basculer dans le fait où je dois toujours être dessus et tout ça. Sinon, j'y suis tout le temps. Et toi, Anne? Moi, je m'oblige à rien, mais c'est quand même très très amusant. Donc, c'est ça. Donc, c'est difficile de se déconnecter. Mais c'est pas une obligation. Je dis pas, je publie tous les jours parce que non, je publie parce que ça m'amuse. C'est ça le fond du truc. Mais c'est vrai que la première chose que je fais le matin, c'est j'allume mon iPhone et le soir, voilà. C'est un peu difficile. Le lien avec le print dans tout cela, est-ce que c'est deux cultures différentes quand même. Je crois que vous faites quelques basculements de temps en temps. Format papier? Oui, mais c'est oui, qui marche, mais je trouve que c'est moins amusant parce qu'il n'y a pas le côté interactif. Faire un livre, c'est le jeter c'est une bouteille à la mer. Moi, je trouve qu'il est quand même beaucoup plus amusant d'avoir un blog et ce côté interactif, les gens qui font nos recettes, qui discutent, qui disent des fois que c'est pas bon. Il y en a un qui m'a dit une fois, j'ai fait la recette, je l'ai donnée à mon chien, il est mort. Donc, très sympathique. J'ai laissé le commentaire, bien sûr. Et vous n'avez pas ce genre de retour avec le livre qui est... Il ne connaissait pas la carnétiquette, lui. Non. Non, ouais, le print, c'est différent. C'est comme dit Anne, il n'y a pas cette interaction. Mais fais-tu, Joël? Est-ce que de temps en temps, ça t'arrive de céder à la tentation du print? Pour d'autres raisons, pour d'autres motifs? Oui, alors je l'ai fait. J'avoue que j'aurais pas dû, en fait. Ah bon? Voilà. Donc je l'ai fait, mais j'aurais pas dû parce que j'étais pas complètement satisfaite de ce que ça a donné. Et donc du coup, je me dis c'est vraiment autre chose. C'est pas juste. Oui, c'est autre chose. Ça me plairait de faire un truc, mais à la limite, publier pour publier, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Voilà. Puis on est quand même sur deux communautés très différentes. Enfin, quand on va à des opérations où il y a des blogueurs et des journalistes, c'est toujours un petit peu difficile aussi. J'aurais juste rajouté que justement il y a un joli projet, non pas uniquement parce que j'y collabore, mais je trouve que justement c'est intéressant et qu'il y ait eu ce lien. En fait, les éditions Jaloux, donc c'est l'officiel, c'est Jalouse, l'Optimum, l'officiel pour hommes, ont créé un label qui s'appelle l'Officiel New Talent et qui fédère effectivement différentes influenceuses, donc des blogueuses, qui va les faire collaborer. Et c'est à leur initiative, c'est vraiment eux qui ont envie, alors qu'effectivement, quand on est blogueuse, on entend toujours que les journalistes sont jalouses, que les journalistes n'aiment pas les blogueuses, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup de titres médias qui ont essayé de prouver le contraire, et au final, ce n'était pas vraiment pensé en interne, c'était peut-être des directions qui décidaient ça, et ça ne se faisait pas. En tout cas, là, ce projet et le mot projet donnerait l'impression que c'est pas qu'on est encore à l'état d'en discuter, écrit un effet, mais là, c'est fait. Et donc, les éditions Jaloux vont faire collaborer sur l'officiel, la partie web, sur Jalouse, enfin, Future Jalouse web, et sur les parties print, ces différents talents
Le tout managé par Marie-Josée Jaloux, en fait, qui est l'ancienne rédactrice en chef de l'Officiel et qui a une 60aine d'années. Donc, en fait, c'est aussi 2 générations qui vont collaborer, c'est 2 visions qui vont collaborer. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'au final, il y a enfin, effectivement, cette passerelle entre les deux et cette volonté. Et aussi bien de la part des influenceuses qui étaient très demandeuses, en fait, de savoir comment fonctionnait ce milieu, quelles étaient... les astuces que pouvait apporter Marie-Josée, et à l'inverse, Marie-Josée, voilà, comme je disais, bonne 60aine d'années, était ravie de pouvoir échanger et de connaître ça. Et donc il y aura également 2 numéros qui sont spécialisés pour les blogueuses, donc 2 numéros print vendus en kiosque, dont le contenu ne sera fait que par des blogueuses, que par des gens qui s'expriment d'habitude sur le web. Qu'avaient fait les pétroleuses. Ce qu'avaient fait les pétroleuses, sans être effectivement un groupe média de base. Mais ouais, exactement. Avez-vous des questions? Oui, là-haut. Oui. Je ne vois pas. Oui. Bonjour, Jean-Charles Bougnol. Je voulais juste vous demander sur le projet donc, de contenu print vendu en kiosque, avec un contenu donc, qui est fourni par les blogueuses. Est-ce qu'elles sont payées? Ah, elles sont payées. D'accord. Bonjour, Laurent Wenzel. Moi j'ai une question en complément, une question qui fâche. Est-ce qu'on vit d'un blog et si oui, comment? Ah non, j'adore moi ces questions. C'est toujours la première qu'on me j'adore. pose. Oui, on peut vivre d'un blog, bien sûr, avec d'abord avec une régie publicitaire. Enfin, déjà, il faut avoir un trafic. Ça, c'est le plus important. Il faut être un bon joueur de foot. Voilà, il faut être un bon joueur de foot, Être payé par son club. être payé par son club, avoir beaucoup de supporters qui viennent vous voir. Mm. Après, avoir une régie publicitaire qui commercialise un espace publicitaire sur votre blog. Et après, votre blog agit comme un CV, c'est-à-dire qu'il va vous apporter du travail. C'est-à-dire qu'on va vous contacter pour faire des piges, pour faire du community management, pour faire du conseil en communication, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on en vit. Merci. Après, je rajouterais que la question, on nous la pose souvent, enfin moi on me la pose souvent pour savoir si effectivement ces jeunes femmes peuvent vivre de leur blog. Après, vivre, je trouve que c'est très vague. Il y a des gens qui vivent avec 300 € par mois, il y a des gens qui vivent avec 1 000 €, il y a des gens qui vivent avec 10 000 €, et il y a des gens qui vivent avec 100 000 €. Donc c'est assez complexe. Il y a des jeunes femmes qui peuvent gagner 40 € avec leur régie publicitaire, il y a des jeunes femmes qui peuvent gagner 400 €, 4 000 € et bien plus. Donc c'est toujours très compliqué. Mais je trouve effectivement que Anne a très bien résumé, ça dépend effectivement de votre audience, ça dépend de vos compétences, ça dépend de votre talent, et c'est pour ça que je tiens vraiment à dire qu'on s'éloigne de plus en plus du terme blogueuse pour aller vers un terme comme influenceuse ou talent, parce que tout le monde effectivement ne peut pas vivre correctement de son blog. D'ailleurs, souvent on voit que c'est les gens qui ont des blogs depuis très longtemps qui peuvent effectivement prétendre avoir des revenus suffisant pour se consacrer à cette activité-là. Mais après, c'est vrai qu'on peut quand même dire que c'est un chouette boulot, c'est un boulot récent, que c'est quand même un chouette boulot, et que si, étant petite, j'imagine vous aviez dû choisir et de vous dire que c'est arrivé, c'est un peu un rêve quand même. Tu disais une chose, Joël, à cet égard, tu disais « Je ne vis pas de mon blog, je vis grâce à mon blog ». Oui, c'est ça, en fait. C'est parce qu'on vit de plein de choses cumulées, donc la régie pub suivant plus ou moins d'audience, les activités, les missions qu'on peut nous demander parce qu'on a un blog, parce qu'on est reconnu, parce qu'on nous voit, parce qu'on sait faire ça. Et voilà, on vit avec tous ces jobs. Donc on est des slashers. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Ouais, t'es une slasheuse, toi. On aura droit à ce mot-là dans le café numérique. Et surtout, on travaille tout le temps, du coup. Quand on a créé nos blogs, il n'y avait pas une idée en tête de gagner 1 € avec. C'était vraiment pour se faire plaisir, pour partager, pour s'amuser. Et je pense qu'il faut garder cette idée de s'amuser et de toujours le faire sans penser à l'argent, parce que sinon après,
on part dans des directions où on peut se perdre, ou comme toujours l'argent, ça peut perdre les gens. Mais en fait, voilà, il faut toujours continuer à s'amuser, et du coup, on fait toujours ce qu'on aime faire et on le fait bien. Parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Ça, on ne le voit pas, mais quasiment, c'est 15 heures par jour, quoi. Les 35 heures, on les fait en 2 jours. Oui. Maurice Largeron, blogueur d'ailleurs, jeune blogueur, sur le marketing, effectivement, sur le web, donc le cliché parfait, quoi. Bon, mis à part cela, est-ce que le succès, justement, vous amène à travailler énormément, et comment vous pilotez votre e-réputation? Est-ce que dans une journée de travail, vous consacrez énormément de temps à la veille? Et est-ce que vous utilisez éventuellement des outils aujourd'hui qui sont très pointus, qui peuvent vous permettre de vous décharger, à savoir rechercher qui a dit ceci ou cela? Ou est-ce que, quand on a un certain trafic, je dirais, le trafic étant tellement important que finalement, les attaques que vous pouvez avoir de personnes qui aimeraient bien avoir autant de trafic que le vôtre passent en dessous, quoi? Alors on a la chance d'être dans une thématique qui est quand même assez consensuelle, qui est la cuisine, c'est pas de la politique. Donc déjà, ça nous attire peut-être moins d'ennuis. Oui, on fait de la veille, parce que la cuisine, comme ailleurs, il y a des tendances, il y a plein de choses, de la veille sur les outils. Moi, je me sers beaucoup de Twitter comme outil de veille, aussi des alertes Google, tout bêtement. Oui, ça fait partie de ce que je fais au quotidien. Après, je ne gère pas vraiment mon e-réputation. C'est très intuitif, en fait. Oui, ça reste intuitif, parce qu'à partir du moment où on se met à réfléchir à ce qu'on va mettre, on perd du temps, quoi. Donc il faut rester dans le côté, on dit ce qu'on a envie. D'être sur Twitter, on apprend énormément de choses. Pareil, alerte Google, etc. Et après, on a bien conscience qu'on est sur Facebook, qu'on est sur Twitter, qu'on est sur des réseaux sociaux. Et donc, à chaque fois c'est très intégré, on n'a plus besoin d'y réfléchir, mais à chaque fois qu'on dit quelque chose, on est bien conscient de ce qu'on dit quand même. Moi, je raconte pas, je raconte des choses qui peuvent avoir l'air très personnelles, mais je sais très bien où est la limite. Et je sais très bien où je vais pas mettre, quand je suis toute seule au fond de mon lit en train de déprimer, je le mettrai pas sur Twitter. Mais parce que je sais qu'il y a une limite entre le privé, elle est peut-être très large, mais en tout cas, on a une limite qui est très nette dans nos têtes. Et du coup, peut-être que c'est ça qui participe à notre e-réputation, c'est qu'on est très conscient de ce qu'on met. Oui, puis j'ajouterais autre chose. On est aussi consciente de nos lecteurs, et on fait très attention aux propositions qu'on peut avoir. Je sais que moi, j'ai eu beaucoup de propositions pour écrire pour des marques de malbouffe ou de régime. Je n'y vais pas. Parce que c'est pas ce que viennent chercher les gens sur mon blog et que ça ne m'intéresse pas. Voilà, aussi. Cette fameuse carnet-étiquette dont on parlait tout à l'heure, ouais. Cette conscience de ce que vous y faites. Je pense qu'on va en rester là, et on va faire une pause d'une vingtaine de minutes. On se retrouve à 12h moins 10, et merci à nos débatteurs et débatteuses.